Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre émission Ce qu'il fallait démontrer. Nous sommes au 3e numéro aujourd'hui de ce rendez-vous média. Notre invité, il n'a pas changé. Monsieur Carlos Oké, analyste politique. Monsieur Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on a 4 sujets à explorer. Le recours à l'expertise étrangère, avec la polémique autour du directeur des directeurs généraux entre griffes importés et le cas qui tient l'actualité, la nomination d'un Rwandais à la tête du fichier de l'état civil béninois. On va en parler. Les visions de développement qui se succèdent avec des projections qui ne donnent pas de résultats. La plupart des États africains sont dans le court terme quand on voit un peu comment est-ce que cela agit. Et puis le contrôle de l'action du gouvernement avec le Parlement. On a beaucoup de questions à l'endroit du gouvernement qui pleuvent là-bas à Porto Novo. On va explorer un peu ce mode de contrôle et voir son efficacité à travers le temps. Et puis, si le temps nous permettait, on va jeter un coup d'œil à l'alerte de Boni Yayi, publiée sur sa page Facebook récemment, lancée à l'endroit de la communauté internationale sur ce qui se fait au Bénin et le contexte de préparation de ces élections générales de 2026. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Allez, on va commencer déjà avec le tout premier sujet, le recours à l'expertise étrangère. Quand on voit un peu le mode opératoire, je dois dire, de la rupture depuis 2016, avec ce fameux le Bénin est un désert de compétences, on a l'impression effectivement qu'au Bénin, il n'y a que des cancres. Non, c'est une impression. Mais la vérité, c'est que le Bénin, même s'il n'est pas une forêt de compétences, a un déficit de compétences tout de même. Comment? Le déficit se note dans le fait que la compétence locale disponible est empoisonnée chaque jour à dose homéopathique par différentes pressions. Pression politique, pression sociale, pression du pouvoir, pression de la cupidité personnelle, de la jalousie, de la haine, qui sont aussi des sentiments personnels. Bref, il y a tout un tas de choses qui font que la compétence locale finit toujours par échouer face à une mission républicaine devant l'une ou l'autre des Cela ne suffit pas forcément l'absence de compétences, ça veut dire que c'est un contexte qui fait qu'il y a manque de résultats. Lorsque l'intégrité morale n'affecte pas la compétence s'annule. Lorsque vous ne pouvez pas exécuter une mission républicaine avec la rigueur morale, la probité qu'il faut, ben, votre compétence s'annule. Et c'est ça le problème de la compétence locale. Donc, de mon point de vue, il y a beaucoup de gens qui ont une certaine compétence, mais à qui on ne peut pas confier une mission républicaine. C'est la faute ou c'est la faute de contexte? Je répète la question. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand on veut être intègre, c'est une volonté personnelle. Ah oui? C'est une décision personnelle. On a vu des Béninois assez excellents à l'étranger, revenus dans leur pays, mais devenir carrément un monstre méconnaissable. C'est exactement cela que j'explique. C'est-à-dire que la compétence locale est soumise à beaucoup de pression et de pesanteur. De sorte qu'il est très difficile pour un Béninois d'exceller dans le contexte. C'est trop facile de notre pays. Non, c'est pas trop facile. Ah ouais? C'est qu'en réalité, il y a des ordres qui viennent du parti, de votre parti. Il y a des ordres qui viennent du pouvoir exécutif. Il y a des ordres qui viennent il y a des services que vous devez rendre à des amis, à des cousins. Il y a aussi votre désir d'écraser l'adversaire pour prendre sa place. Il y a tellement de choses qui font que, en définitive, quand on confie une mission à un cadre du Bénin, on ne peut jamais lui faire confiance. Et si vous regardez les différentes façons dont l'administration elle-même fonctionne, la façon dont les cercles politiques, les groupes politiques fonctionnent, vous verrez qu'en réalité, personne n'a confiance en aucun cadre béninois. Alors le gouvernement de Talon a donc raison de faire appel à l'expertise étrangère. Et pourtant, ça dérange beaucoup. Ça dérange. Mais si quelqu'un connaît bien les cadres béninois, je pense que c'est Patrice Talon. C'est Patrice Talon qui les a pratiqués dans leur milieu professionnel, et dans les partis politiques qu'il a financés pendant longtemps, et aussi dans ses entreprises où il a engagé pas mal de gens. Je pense qu'il les connaît, d'autant qu'il affirme lui-même que par le passé, il a profité du système. Profiter du système, ce n'est pas rester chez lui pour signer lui-même tous les documents, c'est travailler avec les cadres
qui sont positionnés. C'est aussi travailler à l'installation de ce système, à l'installation de ce système. Mais si le système s'il est possible d'instaurer le système, c'est parce que les cadres manquent d'intégrité. Et il en a profité, mais il le sait qu'il manque de probité et d'intégrité. Et donc, quand il a besoin d'un cadre pour faire un travail qui nécessite vraiment de la probité et de l'intégrité, il ne pense pas au cadre qui l'entoure. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'il a raison d'avoir fait recours à l'expertise étrangère. Quand on voit un peu comment est-ce que ceux qui sont venus, ma foi, laissent des résultats assez relativement inquiétants. On a vu du port, on a même vu quelqu'un partir sur la pointe des pieds, à la SBE, etc., avec beaucoup de millions de francs CFA retrouvés sous l'oreiller de certains, etc. On a l'impression que le recours à l'expertise étrangère n'est pas vraiment la solution. Bon, l'argent de trouver sur le lit, ça reste des présomptions parce que jusque-là, il n'y a jamais eu de... Oui, il y a un démenti officiel, mais voilà. Bon, on attend encore... Mais cela dit, je pense que le phénomène est le même. Quand vous prenez n'importe quel cadre béninois qui n'arrive pas à s'en sortir ici et que vous l'envoyez dans un pays quelconque, il vous revient avec des médailles d'honneur. Il est brillant. Parce qu'il échappe à toutes les pesanteurs qui font qu'ici, il est inefficace. C'est donc la société béninoise? Je pense que c'est la société béninoise qui a un problème. Parce que les cadres qu'on envoie de dehors, c'est-à-dire que les expatriés dont vous parlez, ils ont le même problème parce que ce n'est pas les cadres béninois qui vont les aider à montrer à quel point eux, ils sont carents. Il n'y a aucune raison pour les aider à avoir de bons résultats. Donc, c'est normal que ces cadres-là arrivent et se cassent également la figure. Et pourquoi le cas du Rwandais énerve si tant? J'ai l'impression que c'est ça qui fait beaucoup plus polémique. Le cas rwandais fait polémique parce que le cas rwandais est lié à une matière sensible. C'est la liste informatisée de tous les Béninois. Et c'est un domaine tellement sensible que ça devrait être un domaine de souveraineté. Et quand on imagine un domaine de souveraineté dans les mains d'une personne qui est étrangère, ça dérange un peu. Je pense qu'on aurait pu faire autrement. Est-ce que ce n'est pas les politiques qui font un peu trop de bruit parce que c'est question d'élection? Parce que je n'ai pas l'impression que c'est l'état civil vraiment qui retient l'attention, mais plutôt... En réalité, c'est un travail technique qui ne devrait même pas poser de problème. En réalité, c'est un travail tellement technique que ça ne devrait poser aucun problème. Mais il se trouve que nous avons une sociologie et que nous savons depuis toujours que c'est une matière extrêmement sensible. Par le passé, pour confectionner les listes électorales, on était obligé de créer des comités politiques pour superviser, parce que tout le monde veut voir clair, tout le monde veut voir clair dans la liste informatisée. Vous vous rappelez que sous Boni Yayi, nous avions eu une LEPI qui a été effectivement chrysogène, parce que malgré qu'on ait créé un comité politique, et il a fallu à un moment donné faire un passage en force qui a dérangé tout le monde. Celui qui a vécu ça, il est normal qu'il transfère toute la situation qu'il avait vécue sur son prédécesseur en se disant il est possible que ce que moi j'ai vécu par le passé, il soit aux prises avec ça et que si on ne se lève pas tout de suite, peut-être qu'on aura des situations à gérer plus tard. Mais je pense que c'est un étranger qui ne maîtrise pas la géopolitique nationale peut-être. Il peut être un élément neutre qui intervient, non surtout avec sa technicité. Ça, c'est une question de bon sens. Mais en politique, le bon sens a déserté le forum il y a longtemps. Et c'est ça qui pose problème. Donc, comme je vous l'ai dit, les cadres qui sont autour de ce Rwandais auraient pu, je pense, auraient pu être envoyés en formation quelque part pour être recyclés, pour être mis à niveau, afin de pouvoir en retour faire le travail que ce Rwandais a fait. C'est du temps, et puis 2026 n'est pas loin, donc il vaut mieux aller directement... Non, notre calendrier électoral est connu. Notre calendrier électoral est connu. Le président a été élu en 2016, il savait que son premier mandat finissait en 2021 et que le second mandat finit en 2026. Donc, par rapport à ça, il y avait qu'à s'organiser pour que les Béninois qui font preuve d'une certaine... Il y en a quand même quelques-uns, ce n'est pas que tout le monde est complètement pourri, il y en a quelques-uns. Donc, on aurait pu choisir... Il y a un certain Hinkati qui passe un peu partout aujourd'hui parce que le président lui fait confiance. Donc, quelqu'un... Sauf qu'à la douane, il y a une légère... Bon, je ne sais pas ce qu'il y a à la douane, mais je pense que si le chef de l'État
le promène d'entreprise en entreprise, c'est parce qu'il a confiance en lui pour faire une certaine restauration la quand il passe par là. La douane, voilà. Donc, c'est que chaque fois qu'il passe quelque part, il fait une certaine restauration de la gestion. Donc, si une personnalité comme Alain Hincati avait été envoyé sur un stage d'un an maximum, il serait revenu nous confectionner une liste sans qu'on ait besoin de choisir un Rwandais pour le faire. Mais là, vous dites que c'est la sociologie, enfin, oui, la société béninoise qui est difficile à gérer et qui est vraiment bourreau pour le cadre béninois. Comment on fait? Comment on transforme tout ça? Comment on change tout cela? C'est assez compliqué parce que, vous savez, nous avons tout pris de travers. Et la raison pour laquelle tout le monde est aujourd'hui en politique, c'est simplement parce que c'est le domaine dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut sans être puni. C'est l'impunité assurée quand on est en politique. Et c'est le domaine dans lequel on a la possibilité d'engranger beaucoup d'argent. Et aussi rapidement. Et aussi rapidement. Ça fait que lorsque le cadre est nommé à un poste, tous ceux qui viennent à la passation des services ne viennent pas pour le féliciter. Ils viennent pour se positionner parce qu'ils savent que c'est leur tour désormais, en tant que membre du même parti politique que lui, c'est leur tour désormais de se remplir les poches. Ils savent que désormais, pour trouver du travail, ça ne va pas être difficile parce que, bon, voyez, donc il y a tellement de pression sur le pauvre qui vient d'être nommé que, au-delà de ses propres ambitions, il est parfois obligé de faire. Imaginez par exemple que nous ayons eu 10 directeurs généraux en 10 ans seulement au port autonome de Cotonou. 10. Est-ce qu'ils étaient tous carents? Est-ce qu'ils étaient tous incompétents? Peut-être que le choix politique qui déterminait, enfin, le poids politique qui déterminait justement leur choix fait que, bon, on a fait faire une valse à la tête de la société. C'est ce genre de choses que nous devons essayer de corriger. Parce que, voyez-vous, il suffisait que les membres d'un comité villageois aillent saluer le président et lui fassent des éloges pour que le lendemain, un enfant du village soit nommé directeur quelque part. Vous exagérez. J'exagère à peine. Ça s'est passé sous nos yeux. Il suffisait qu'une obédience religieuse désigne quelqu'un pour dire « Ah, il est bon, hein, il est parmi nous ». Et le lendemain, il pouvait être nommé à n'importe quel poste. C'est ça le lobbying, non? C'est ça le lobbying, mais c'est ça qui entraîne justement l'incapacité des personnes qu'on nomme à gérer les affaires pour lesquelles on les a nommées. Parce que ce sont des nominations politiques qui ne tiennent pas compte de la compétence réelle. Et donc, lorsque vous êtes compétent, vous êtes un cadre compétent, et qu'on nomme un ministre qui ne sait même pas lire le b.a.-ba des dossiers qui sont sur la table, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des difficultés à vous en sortir avec lui. Vous voyez, quand je dis ça, il faut reconnaître que les cadres béninois ont fini par internaliser le fait que quand on te nomme quelque part et que tu ne prends pas ta part, c'est que tu es bête. C'est qu'on est en griffe. Désolé pour le mot, hein, on est con. On est con. Ça veut dire que quand les cadres sont nommés, la première chose qui les préoccupe, c'est voler. C'est voler. De sorte que, avant l'arrivée récente de M. Le président Patrice Talon au pouvoir, dans l'administration, il y avait des systèmes très huilés par lesquels les cadres, même sans aller en mission, se retrouvaient avec des petites fortunes à la fin du mois, se retrouvaient avec des petits avantages liés à des heures supplémentaires qu'ils n'ont jamais faites. Et des gens qui gagnent 400 000 francs par mois se retrouvent à construire des immeubles de 50 millions sous nos yeux et dans l'indifférence générale. C'est ça le problème dont nous souffrons. On change de société alors? On ne peut pas changer. C'est la société. On ne peut pas changer, mais on peut déjà commencer par identifier. C'est pourquoi il est difficile aujourd'hui, dans le cadre de la réforme du système partisan. J'ai entendu un honorable député, et pas des moindres, se plaindre la dernière fois de ce que les cadres politiques n'étaient pas suffisamment positionnés. Mais le problème, c'est justement les cadres politiques. Comment? Mais ce sont les cadres politiques qui travaillent le plus pour des intérêts autres que les intérêts républicains. Donc, il y a les partis politiques qui leur met la pression. S'ils sont d'obédience de la mouvance présidentielle leur met la pression. Et de toute façon, ils ne s'en sortent pas avec la mission qui leur est confiée. Le pouvoir de Talon a trouvé OA
penser une solution, celle de créer un fichier où, ma foi, les cadres qui voudraient bien se positionner pour des nominations à la tête de structures étatiques ou semi-étatiques pourraient aller s'inscrire afin qu'on y puisse pour les nominations. J'ai l'impression que le fichier est devenu une abstraction qui n'existe pas. Pourtant, c'est une bonne solution. C'est une excellente solution même. Mais il ne saurait en être autrement. Comment? Puisque nous avons décidé que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Et que désormais, tout le monde se dit qu'il faut être dans un parti politique pour être promu. Du coup, il n'y a plus de cadre neutre. Tout le monde est rangé quelque part et personne ne travaille plus de manière absolument neutre. On travaille, c'est vrai, à remplir la mission qu'on a reçue, mais toujours dans l'esprit de favoriser son camp politique. Oui, mais le fichier national qui est en train d'être créé, il suffit que celui qui en a la charge ou le contrôle vérifie un peu, je dois dire, le profil de celui qui se positionne, etc., les enquêtes de moralité et définir un cahier de charge qui permet clairement de suivre la personne qu'on a nommée, quitte à ce que la personne appartienne soit à un parti X, soit à un parti Y. Ça ne devrait pas poser un problème. Le jour où on en arrivera à cette étape-là, nous aurons gagné une grande bataille. Mais pour l'instant, la société béninoise n'est pas prête. J'ai l'impression que vous êtes très pessimiste. Il n'y a pas de solution. Non, il y a une solution sans doute à long terme. Mais dans l'immédiat, là, tout de suite, il n'y en a pas. Et c'est pour ça, justement, c'est pour ça précisément que le président Talon, pour aller vite, pour aller bien, est obligé de faire appel à des compétences étrangères. Mais on a vu les limites aussi. C'est une expérience. Il en tirera les conséquences et sans doute trouvera une autre formule. On est dans comme un cycle infernal, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. On en finira peut-être pas. Peut-être qu'il faut aussi revoir, je dois dire, la formation à l'école. Vous l'aviez dit une fois sur ce plateau, le patriotisme a déserté le forum, l'engagement au nom de la nation a déserté le forum, le sacrifice même pour le pays, ça a quitté. Je suis très heureux que vous m'ayez rappelé cela. Vous savez, c'est la solution à la plus grande partie des problèmes que nous avons aujourd'hui. Être habité par la fibre patriotique, ça fait déjà de vous quelqu'un qui remplit à 50% la mission confiée. Quand vous avez en vous la fibre patriotique, vous savez, j'ai eu la chance de collaborer avec un homme d'État à un moment qui me disait, pour moi, par ordre de priorité, il y a d'abord la République. Ensuite, il y a le président de la République et puis il y a moi-même. Je dis, ah bon? Comment ça? Puis vous savez, lorsque les intérêts du président de la République l'exigent, je sacrifie mes propres intérêts pour que les intérêts du président de la République soient sauvegardés. Sérieusement? Et lorsque les intérêts de la République sont menacés, je sacrifie les intérêts du chef de l'État pour que les intérêts de la République soient sauvegardés. Ça, c'est la définition du patriotisme. Combien de personnes raisonnent comme ça? Le jour où nous atteindrons un niveau où un maximum de personnes à qui nous confions des missions républicaines auront ce genre de réflexion, nous aurons gagné le combat. Et ça, je vous le dis, ça ne sortira pas de nulle part. Il faut prendre nos enfants à la base aujourd'hui, parce que les autres générations sont déjà perdues. Il faut prendre nos enfants à la base aujourd'hui et en faire des patriotes à l'horizon de l'an, peut-être 20 ou 25 ans, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on n'est pas trop sévère avec nous-mêmes? Ailleurs aussi, on a des situations qui nous font nous interroger sur, je dois dire, la fibre patriotique en question. On a vu dans les rues de la capitale française des gens cassés, brûlés, de petits-enfants même, hein, cassés, brûlés, jusqu'au point où le président s'est obligé à faire une sortie pour demander aux parents de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. On a vu l'attaque au niveau du Capitole avec cette crise électorale aux États-Unis. Le patriotisme, ce n'est pas la chose la mieux partagée ailleurs. Les pays dans lesquels il y a tout à construire comme chez nous ont l'obligation de passer par là. Les autres ont déjà atteint un niveau où ils peuvent se permettre le luxe de s'amuser. Ah oui? Ils peuvent se permettre ça. Nous avons tout à bâtir et le peu de ressources que nous avons, nous ne pouvons pas le dilapider en laissant des gens voler l'argent et en instaurant l'impunité totale. Chez nous, il y a une impunité totale. C'est un gros problème. Il y a une impunité totale. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'on soit, que l'on célèbre parfois la médiocrité et le vol?
Parce qu'ils sont sur la place publique, hein, ils défilent en Range Rover sans faire de publicité à une maison. Le fait est que, même dans l'administration, vous savez, je vous ai dit la dernière fois, ici sur ce plateau, j'ai rien contre les députés, hein, mais il y en a parmi les députés, par exemple, qui se sont retrouvés tout à fait accidentellement sur une liste. Sérieusement? Sans aucun mérite. C'est-à-dire que c'est au détour d'une discussion que quelqu'un a fait, Téni a dit, bon, écoute, et si on prenait celui-là plutôt que celui-ci? OK? Et il y en a parmi eux qui n'ont même pas d'électorat du tout. Et qui, par complaisance, ont été positionnés et ont été élus par des suffrages qui sont venus d'autres candidats. Quand on fait la promotion des gens de cette façon, il est normal que ceux qui fournissent des efforts se posent la question de savoir, mais pourquoi on fournit des efforts? Pourquoi? Pourquoi? Lorsque il suffit juste d'être en politique pour avoir des maisons tout de suite, celui qui travaille dur depuis des années, mais il se pose des questions. Et pourquoi? Vous voyez? Et c'est ça qui amène la jeunesse à se demander, bon, pourquoi passer par les chemins aussi longs? Il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis. Il faut prendre des raccourcis. Des difficultés. Et ça déstructure complètement la société. Et nous avons intérêt à trouver le moyen d'arrêter la saignée parce que sinon, la société va complètement à sa perte. Ouais, déraper. Déraper complètement. On va changer de sujet, on va parler de vision de développement et de projection. On a beaucoup de programmes à la FIA 2025 et tout ce qui va avec, les ODD et autres, qui nous tracent des chemins assez merveilleux. Quand on lit sur le papier, c'est tellement beau, c'est paradisiaque, mais on ne bouge pas. Alors, quand on prend par exemple les études à long terme, perspective Bénin à la FIA 2025, qui ont été lancées à l'orée de l'an 2000, quand on lit ces études-là et qu'on se projetait à l'époque, qu'on avait la possibilité de se projeter en fonction de ce qu'on a lu dans les années 2025, le Bénin qu'on voyait, c'était un Bénin des rêves les plus fous. C'était un Bénin, mais un Bénin magnifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le rêve, était-il trop grand ou la marche était-elle trop lente? Un rêve n'est jamais trop grand dans la mesure où celui qui rêve a la possibilité de faire ce rêve. S'il a la possibilité de faire ce rêve, c'est qu'il peut réaliser ce rêve. Et il se trouve que le Bénin, le document dont nous parlons a été confectionné avec la rigueur scientifique la plus exigeante. C'est dans tous les villages, dans tous les quartiers, dans toutes les communes, dans toutes les préfectures, que l'on est allé chercher des personnes pour réfléchir ensemble et trouver le moyen de confectionner ce document qui faisait un peu la synthèse du rêve de tout le monde. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'une fois que ce document est établi, il n'a pas force exécutoire. Or, il se trouve que nous sommes dans un pays où le législateur, non pas le législateur, le constituant originel a voulu une chose et son contraire. Comment? Vous savez que nous sommes quasiment le seul pays où le chef de l'État, selon les dispositions de l'article 54 de la Constitution, est à lui tout seul. Tout seul. Chargé de déterminer et de conduire la politique nationale. Nous sommes pratiquement... Je dis, les constituants originels, je ne sais pas très bien ce qu'ils avaient voulu un président très fort, hyper fort même, à qui ils ont donné des pouvoirs identiques à ceux qu'aurait eu un dictateur, mais ils l'ont fait dans un environnement démocratique. Peut-être se sont-ils inspirés, je dois le dire, de tous les pouvoirs concédés au chef quand on est dans un contexte africain. J'ai l'impression que c'est ça. Totalement chef. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais quand même, dans une nation comme la nôtre, confiée à un être humain, comme vous et moi, un être biologique qui a des humeurs, qui a des états d'âme, qui a des frustrations,
et qui peut, comme tout le monde, se réveiller peut-être un jour avec une araignée au plafond, qui a la prérogative à lui, tout seul, de déterminer et de conduire la politique nationale. Oui, mais il est évident que dans ces conditions... Il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs qui existent et qui devraient en principe leur... Il n'existe aucun pouvoir pour dire au président, ton programme que tu as confectionné là, nous ne sommes pas d'accord. La Constitution ne lui demande de prendre l'avis de qui que ce soit par rapport à ça. Le programme du chef de l'État, c'est son programme. Normalement, il devrait être élu sur la base d'un programme, mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est quand il vient au pouvoir qu'il commence à réfléchir à ce qu'il va faire. Voilà. Mais c'est lui qui donne les directives. Si on doit fusionner la gendarmerie et la police nationale, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui l'a décidé. Ce n'est pas un collège d'intellectuels qui s'est assis pour le décider. C'est le chef de l'État qui, lui, en réfléchissant, s'est dit, ce serait une bonne chose. Pourquoi ne pas l'essayer? Ça pouvait marcher, ça pouvait ne pas marcher, mais à partir du moment où c'est lui qui le décide, on le fait. Parce que le peuple lui a fait confiance. Exactement. Donc, c'est normal que lorsque celui-là quitte le pouvoir, son successeur ne soit pas engagé par tout ce que lui, il a mis en place. Parce que le successeur aussi vient avec ses propres idées, avec son propre programme, qu'il vient greffer. Bon, si entre-temps, il y a concordance quelque part, c'est bon. Sinon, il a mis Seme City, mais Seme City, moi, ça ne me dit rien du tout. Hein. Mettez-moi ce truc-là de côté. Tout comme le président Boni Yaya a créé des centres universitaires, quand il fermez-moi ces affaires-là, parce que ça ne correspond à rien. Tant que nous avons cette façon de construire notre développement, mais alors, comment faire? Ça dit que faut-il concevoir quelque chose et aller faire voter comme une loi à l'Assemblée nationale? Encore que nous connaissons très bien comment est-ce que les hommes politiques, les acteurs politiques aiment violer, quelqu'un dirait le syndicalisme, violemment nos lois de la République. C'est tout à fait vrai. Mais je pense que l'idée, j'avais ébauché un peu cette idée la dernière fois. Il faut que nous trouvions un moyen de concevoir un programme. Le président Talon est en train de le faire en ce moment. Hein? Parce qu'ils ont fait, au-delà de la FIA perspective là, ils ont fait à la Bénin 2018-2025. Et il y a un collège de personnes ressources qui réfléchissent à Bénin 2026-2060. Donc à l'horizon 2060. Je considère que quand on peut faire ce genre de projection, il faut trouver le moyen de détailler ce programme avec l'aide et l'accompagnement de tous les Béninois. Il faut que nous tous, nous soyons d'accord sur ce que nous envisageons de faire de notre pays en 2060. C'est là où le problème se posera. La vie de tout le monde. C'est pas si difficile. Il suffit d'avoir, on n'a pas le même niveau. Il suffit d'avoir la majorité. Si on passe un programme comme ça au référendum, il suffit que ça passe à la majorité. Ça a force exécutoire. Ça dit que nous rendons ce programme exécutoire. Le président qui arrive peut en ajouter, mais il ne peut pas en retrancher. OK? Donc, si on a un programme comme celui-là, il ne s'agit pas de définir des grandes lignes. Hein, à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays bien gouverné, à économie. Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de s'asseoir pour dire, de 2026 à 2028, combien de salles de classe nous construisons pour en finir avec le problème des salles de classe. Entre 2026 et 2030, combien d'enseignants nous formons pour en finir définitivement avec la question de la pénurie d'enseignants et avec la question de la qualité des formateurs. Entre 2026 et 2035, qu'est-ce que nous faisons pour que le Bénin dispose par lui-même d'un programme visant à faire de notre système éducatif le plus performant d'Afrique à l'horizon 2000. Voilà. Et on détaille ça de manière à ce que le président qui arrive, il n'arrive pas avec ses idées et ses états d'âme, il arrive avec il veut trouver un programme bien ficelé, bien établi. Ce serait très facile alors de devenir président puisque tout est tracé. Mais c'est tant mieux. On fera moins de politique. Et nous aurons moins peur. Par exemple, comme dans la situation actuelle, de nous dire, si Patrice Talon s'en va, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces acquis? On se posera plus ce genre de questions.
Parce que le président qui arrivera ne peut pas faire des remises en cause tout simplement parce qu'à l'emporte-pièce, il ne peut pas. Mais il y a une donne que vous négligez, c'est la donne des bailleurs de fonds. Ceux qui apportent leur argent et ceux qui disent comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut gouverner, ceux qui nous disent quels sont les indices, je dois dire macroéconomiques, enfin, ils ont beaucoup de jargon pour montrer que c'est chez eux là-bas les références et que chez nous, tout est mauvais et que c'est suivant leur volonté qu'il faut faire. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est qu'il faut savoir que notre développement, nous devons le financer par nous-mêmes d'abord. Et je pense que le président Patrice Talon en donne un excellent exemple. Comment? Par la pression fiscale exercée sur chacun ou... Mais on ne peut rien faire sans sacrifice. C'est pourquoi je vous dis, si c'est avec l'accord et la participation de chaque Béninois qui comprend pourquoi il ne peut plus manger 3 boules d'acassa et qu'il doit se limiter à 2. Parce qu'à l'horizon 2060, il faut que nos enfants aient en héritage un tel pays. Mais il subit moins la pression, il subit moins la douleur même de la pression et il participe même à la rigueur. On peut même demander des souscriptions. Les citoyens feront cette souscription. S'ils ont l'assurance que leur argent ne servira pas à acheter des voitures et construire 1000 villas à la fois. C'est OK, on a remarqué, en tout cas depuis janvier 2023, où on a droit à une nouvelle mandature du Parlement, que des questions pleuvent pratiquement à chaque session parlementaire pour interpeller le gouvernement ça et là. Au-delà donc, je dois dire, de la prérogative de vote de loi qu'on connaît au Parlement désormais, cette institution explore les autres chemins que lui réserve la Constitution. Votre avis, votre analyse? Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une excellente chose d'ailleurs que les députés soient aujourd'hui dans une autre logique que la logique d'hier. Parce que hier, le Parlement n'était pas vraiment dans ses prérogatives parce qu'elle était monocolore. Bon, aujourd'hui, il y a une assemblée qui contient une minorité parlementaire qui veut se faire valoir. Qui fait beaucoup de bruit. Et qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que ce n'est pas de la politique spectacle finalement? En réalité, justement, c'est de la politique spectacle. Parce que les questions-réponses n'ont aucune finalité particulière et n'ont aucune incidence sur le fonctionnement du gouvernement et sur les dysfonctionnements qui sont enregistrés et dénoncer ça et là. Est-ce qu'on n'a pas le mérite tout au moins de mettre le sujet sur la table et de faire voir par la population comment est-ce que la cité est gérée, quitte à ce que la population décide en temps opportun? La vérité, c'est que les députés ont d'autres moyens de contrôler l'action du gouvernement. Lequel? Et je suis désolé de constater pour ma part que ces moyens ne sont plus du tout utilisés par les députés. Lequel? Par exemple, vous savez, la création des commissions parlementaires d'information, d'enquête et autres, ça permet aux députés non pas d'avoir toujours gain de cause sur une question qui les préoccupe, mais d'aller comprendre dans le fond ce qui s'est passé et de mettre la vérité sur la place publique. Mais il se trouve que la plupart des députés sont complices des malversations qui sont dans ces sociétés-là et c'est pour ça qu'ils ont complètement abandonné. Vous avez vu plutôt le manque de moyens. Les commissions d'enquête, c'est bel moyens, c'est l'Assemblée nationale a un budget autonome. Et il lui est loisible d'affecter. Avec ce qui s'est passé là, est-ce que c'est vraiment un budget autonome ou le gouvernement a déjà décidé du canevas et leur a envoyé justement une proposition? Dans tous les cas, il appartient aux députés d'affecter les moyens aux activités qui leur paraissent les plus importantes. Quand je prends un scandale comme celui du musée à l'entrée de Porto Novo, l'ancien siège de l'Assemblée nationale, c'est pas tout à fait logique de penser que l'Assemblée devrait s'intéresser à ce qui s'est passé là. Oui, mais l'Assemblée s'est intéressée, les commissions d'enquête sont passées, on a fait des plaidoyers, ils sont venus rendre compte à l'Assemblée nationale qui a finalement voté qu'on détruise justement le musée, en bref. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que la commission d'enquête vous a dit? Que la terre n'est pas solide pour continuer à accueillir du béton et voilà, et qu'il faut changer de site. C'est tout? Oui. Vous pensez vraiment que c'est tout ce qui s'est passé? Bon, non, ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que
le contrôle de l'action gouvernementale requiert de la part de celui qui veut faire le contrôle une intégrité personnelle. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas impliqué dans tout ça. Et c'est difficile d'en trouver aujourd'hui des députés qui sont impliqués dans rien du tout. Parce que la politique telle que nous la faisons au Bénin coûte excessivement cher et il faut bien trouver l'argent quelque part. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ce sont les mêmes qui sont coupables de détournement, qui reviennent dire, bon, nous voulons contrôler l'action du gouvernement. Il y a un instrument majeur qu'on appelle loi de règlement. La loi de règlement, c'est le bilan que fait l'Assemblée, que fait le gouvernement, le document par lequel le gouvernement, du moins, le document par lequel le gouvernement fait le point exhaustif des recettes et dit exactement à quoi elles sont servies. Elles sont servies. Ce document permet de savoir à tous les coups s'il y a eu détournement de fonds. Ce document permet de savoir à tous les coups si les fonds affectés ont servi à réaliser effectivement l'infrastructure pour laquelle on les a affectés. Alors, la loi de règlement, c'est dans les années 2000 que nous en avons entendu parler. Tout récemment, je crois que l'actualité a encore agité quelques... Aujourd'hui, nous en avons entendu parler depuis quelques temps. On dit que Mais en 2023, l'Assemblée se prépare à faire le contrôle de la loi de règlement 2021. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand les personnalités qui étaient impliquées dans le dossier qui est transparent, qui transparaît du moins devant vous, ont déjà quitté les affaires. Mais les crimes économiques sont imprescriptibles, donc même dans 20 ans, on peut toujours continuer à contrôler. Lorsque ces personnalités sont déjà devenues députées, majoritairement, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est de ça que je vous dis que c'est les mêmes qui tournent. Ils sont au gouvernement, après ils sont à l'Assemblée, et puis après ils sont dans les institutions, et puis c'est les mêmes. Donc, quand vous n'avez pas contrôlé l'action du gouvernement à temps, quand on veut travailler sur la loi de règlement, le gouvernement aussi a un délai pour envoyer la loi de règlement à l'Assemblée nationale. Et tout ça c'est prévu à dessein, parce que lorsque vous laissez passer du temps, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile de rattraper quoi que ce soit, même si vous en êtes informé. On a vu le Parlement par le passé assez efficace dans le contrôle de l'action du gouvernement. On a vu des mandatures vraiment donner de l'insomnie au gouvernement. On n'a pas l'impression aujourd'hui que quelqu'un craint le Parlement. Non, parce que la compétence est affectée par tout ce que je vous avais dit tantôt. Et donc, les hommes politiques ne sont plus intègres. On ne peut pas faire la politique et être intègre. C'est impossible. La première mandature de l'Assemblée nationale nous a fait rêver. Celle de 91 à 96. Mais cette mandature nous a fait rêver. Oui, mais c'est beaucoup de Français, c'est beaucoup d'envolés, c'est beaucoup de... C'est ça, la politique. C'était trop chaud. C'est ça, la politique. Ça ne permettait pas non plus. C'est ça, la politique, parce que c'est le choc des idées et le poids des mots. C'est ça la politique. Ce n'est pas de brûler les pneus, ce n'est pas de contester les élections, ce n'est pas de jeter les jeunes dans la rue, ce n'est pas ça. Cette première législature n'a pas eu besoin d'avoir recours à des moyens aussi détestables que les moyens qu'utilise aujourd'hui la classe politique. Pour venir à bout de Nicéphore Soglo, qui était président de la République, qui était puissant, qui avait toutes les faveurs, qui était Hercule. Nicéphore Soglo, c'était Hercule, c'est-à-dire l'homme qui accomplissait des travaux extraordinaires que personne n'avait vu auparavant. Pour en venir à bout, il n'a fallu que 3 phrases. On est allé découvrir quelque part qu'il voulait, étant donné que le gouvernement de l'époque était transparent, c'était un gouvernement de technocrates, c'était un gouvernement transparent. Donc, on a découvert quelque part que le président Soglo avait affecté 10 millions pour la santé au soin de son épouse, père à son âme, Rosine Soglo.
La politique est cruelle, mais elle est la politique. Les gens s'en sont emparés de ça et il a suffi d'une seule phrase. Rendez-nous nos 10 millions. Ça a suffi pour vous jeter l'opprobre sur tout ce qui était de ce gouvernement. Ensuite, je vous l'ai dit tantôt, le CFOR Soglo, c'était Hercule. Et les grands travaux d'Hercule, c'était les travaux urbains à haute intensité de main-d'œuvre qui avaient employé beaucoup de dizaines de milliers de jeunes. Et il y avait eu des pavés, les premiers pavés que... Bon, avec de Fidrosset et autres. En une seule phrase, on a licencié tout le monde. Et on a mis à doigt. Ça, pour faire de la politique, il faut avoir une avance sur le plan la communication sur celui qui est au pouvoir. Et à la fin, pour stigmatiser le népotisme, quelqu'un a dit tout simplement, on ne peut pas avoir une déférence pour le cheval et être obligé de faire de même pour son anus et pour sa crotte. Pour dire que c'est une famille que nous sommes en train de vénérer au pouvoir. Et par cette seule phrase, on avait licencié. Comment on fait pour arriver à un contrôle très efficace à l'ordre du Parlement? Est-ce que nos tests actuellement, ils sont bons? C'est le mécanisme qui manque, le contexte peut-être, les acteurs. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas correctement? Ce sont les acteurs. Vous verrez qu'aujourd'hui, on est en train de faire d'abord la formation des députés par rapport à la loi de règlement. On est en train de les former par rapport à la loi de règlement. Et il n'est pas certain que eux tous aient la possibilité de bien comprendre ce que c'est que la loi de règlement. Parce qu'en réalité, tout le bruit qu'on fait autour du vote du budget devait être exactement le même qu'on fait pour la loi de règlement. Parce que chez nous, dans notre adage, il y a un adage de chez nous qui dit que c'est celui qui a été informé du départ qu'on doit informer de l'arrivée. Donc, le bruit que nous faisons pour voter le budget, à la fin, on doit faire le même bruit pour dire le gouvernement est venu rendre compte, voilà, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Et à ce moment, le député a le droit ou même le devoir de faire une explication de vote et d'expliquer aux citoyens ce qu'ils ont amené là. Voilà ce qui est dedans. Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Mais comme je vous l'ai dit, il y a parmi eux un certain nombre qui sont véritablement dérangés par les affaires et qui sont obligés de faire pression pour qu'on n'aille pas trop loin dans les On va changer de sujet, on va parler de Boni Yayi, de cette alerte lancée à la communauté internationale. Boni Yayi, en plein dans son rôle de président du parti de l'opposition. C'est son droit, serait-on tenté de dire. Sauf que quand on analyse ce communiqué-là sous tous les angles, de par son contenu, de par le contexte, de par la qualité de celui qui a produit ce communiqué, on se dit a priori que c'est un non-événement. A priori. Je dis a priori. Mais en réalité, quand on y regarde bien, c'est une alerte qui est donnée à la communauté internationale par rapport à quelque chose qui va se passer. Quoi ça? C'est quoi? Boni Yayi est prophète maintenant? Non. Et comment il sait ce qui va se passer? Sur quelle base donne-t-il l'alerte sur des présomptions? Ce sont que des présomptions. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Dans notre culture, un patriarche est celui qui éteint le feu. Dans notre culture, un patriarche, c'est quelqu'un qui éteint le feu. Il ne l'allume pas. Et lorsque je regarde dans ce communiqué, je ne vois aucune raison de s'alarmer que quand je regarde ce communiqué, les deux raisons valables sont, un, l'opposition n'est pas représentée dans les instances d'organisation de nos élections. Ce n'est pas forcément, automatiquement... mais ça a bloqué des processus électoraux dans notre pays, l'absence de l'opposition à certain niveau. Ce sont les hommes qui, à un moment donné, manquent de confiance en leurs confrères. Et ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Je vous l'ai dit, en 2011, Boni Yayi lui-même a fait ça l'épi. Il a fait ça l'épi en 2011 et quand il dit aujourd'hui
Mais c'était pas son opposition, hein. On a vu un certain Arif Ali Bako qui était quand même, qui a achevé le travail. Merci. Et qui était du G13. Merci. Très bien. Merci. Avec tout le respect que j'ai pour Laurent Bako, je me rappelle que Maître Adrien Humbedi appelait cette lépi Bako Bakli. Ça veut dire que ça ne faisait pas du tout l'unanimité. Ça veut dire que les gens n'étaient pas d'accord avec cette lépi, mais nous sommes allés aux élections avec. Ça a généré un chaos. L'opposition avait appelé la population à s'abstenir de s'inscrire. Ça a généré un chaos. Oui. Et c'est la première fois que j'ai vu, moi, des chars dans la rue au cours d'une élection présidentielle. Donc, quand Boni Yayi dit qu'il souhaite que le Bénin organise enfin des élections transparentes et pacifiques, je dis, lui-même n'en avait pas organisé. Oh ben, il circonscrit la période de 2016 à 2023. Ah, c'est ça donc. Enfin, bon, je suppose. Mais ça, c'est pas le plus grave. Oui. Pour moi, quand je réfléchis, ce communiqué, Boni Yayi n'est pas du genre à tirer des coups de semonce. Quand on observe le personnage, c'est pas le genre. Où est-ce qu'il veut en venir, selon vous? De mon point de vue, il est clair que ce communiqué est l'acte 1 d'un plan qui conduira à un moment ou à un autre à une situation de crise. Et qui sera brandi, ce communiqué, en son temps, pour dire à la communauté internationale, ah, mais je vous l'avais bien dit, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez vu maintenant. Bon, ça c'est des projections. Ce n'est pas des projections. On n'a pas tous les éléments. Ça c'est des analyses qui sont subjectives et personnelles. Je suis là pour analyser ou pas? Oui. Donc, c'est pour vous dire que moi, je n'ai jamais vu Boni Yayi tirer des coups de semonce. Non, il agit toujours de façon calculée. Il a pris la direction du parti Les Démocrates. C'est pas pour écrire ce genre de communiqué. Sans but et sans objectif. Donc, il y a un but, il y a un objectif. Et moi, je vous le dis, c'est pour dire demain à la communauté internationale, je vous l'avais bien dit. Oui, mais les éléments sont là, et ce n'est pas seulement Boni Yayi qui fait l'alerte maintenant. On a vu même le parti Force Connue pour un Bénin émergent qui avait quand même participé à toutes les élections et a même décroché des postes, a eu 12% à l'élection présidentielle de 2021, dire aujourd'hui maintenant que les lois là sont mauvaises. On a vu bien d'autres partis dire aussi que les lois là sont mauvaises. Est-ce que quand Boni Yayi a parlé, ça devient calculé et ça devient millimétré? Est-ce que Boni Yayi a déjà essayer de dialoguer pour conclure que toutes les voies de dialogue sont sans issue, que toutes les voies de conciliation sont sans issue, que toutes les voies de concertation sont sans issue, que le président Patrice Talon est fermé complètement à toute forme de proposition? Mais est-ce qu'il peut le dire? S'il ne peut pas le dire, sur quelle base conclut-il déjà à une situation tellement volatile qu'il alerte la communauté il alerte la communauté internationale. Il y a une campagne d'appel à des assises nationales lancée récemment, mais qui a été reçue en écho au sein de la mouvance comme, je dois dire, un appel à la sédition, un appel à la violence. Et puis, ça s'est noyé. Et c'est juste après cela que le communiqué de Boni Yayi est venu. Quand on regarde les articles qui donnent les prérogatives constitutionnelles au président de la République, un dialogue, ce n'est prévu nulle part. Comme ça n'a jamais été prévu nulle part. Donc, Mathieu Kérékou, non, ça c'était pas un dialogue. C'était quoi ça alors? Ça, c'était une situation qui nous obligeait à changer de cap politique. Ça, c'était autre chose. C'est ça. Ici, il s'agit d'un mandat présidentiel en cours. Est-ce que Boni Yayi ne met pas d'une manière ou d'une autre la pression pour que justement quelque chose puisse changer aux lois qu'on connaît? C'est pourquoi je vous dis, lui, n'importe quel jeune qui crée un organe politique et qui est en quête de visibilité peut écrire un communiqué comme ça, qui ne serait même pas, que ça n'aurait même pas attiré l'attention de qui que ce soit. Une organisation de la société civile peut se réunir et produire un communiqué comme ça, personne n'y ferait attention. Mais il s'agit de Boni Yayi et c'est toute l'importance de la question. Alors, mais quand je regarde dans ce communiqué, il y a un bout de phrase
qui me ramène à quelque chose que je vous avais dit sur ce plateau. C'est lequel? Il n'y avait aucune raison que Boni Yayi écrive dans ce communiqué qu'il n'est candidat à rien. Oui, mais on a supposé, on a dit beaucoup de choses à son sujet. Et vous savez, on a donné de sa désignation à la tête du parti. Tanguy, moi je fais de l'exégèse tous les jours. Il n'y avait aucune raison et ça n'a aucun rapport avec le communiqué. Vous savez pourquoi il l'a mis? C'est pour que demain, il puisse dire, ah, vous savez que moi, je suis candidat à rien, donc s'il advenait quelque chose, sachez bien que ce n'est pas parce que moi je suis candidat, ce n'est pas parce que je force quoi que ce soit. C'est en tant que patriote que j'ai observé et que j'ai parlé pour les autres. Cette façon de ne pas assumer à ce niveau de responsabilité, moi ça me pose un problème. C'est-à-dire en tant que président du parti politique de l'opposition, il devrait être gentil. Non, il devrait pas dire qu'il est candidat. Il devrait pas dire qu'il est candidat à rien. Il est candidat, il est président du parti et c'est à ce titre qu'il parle. Donc il assume. Pourquoi il dit qu'il est candidat à rien? Ça vous traîne profondément. Mais attends, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est candidat à rien? C'est pour se laver les mains, après pour dire, bon, écoutez, moi, j'ai juste alerté, mais bon, voyez, c'est un peu ça. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce que ça coûte au gouvernement d'être transparent? Qu'est-ce que ça coûte aux organisations, aux personnes qui sont chargées d'organiser l'élection dans différents compartiments? Qu'est-ce que ça leur coûte? La déconcentration. Ils sont suffisamment concentrés maintenant et l'échéance arrive à grands pas. Qu'est-ce qui leur coûte d'être transparent? Vous savez, une démocratie, c'est un État, c'est une organisation dans laquelle chacun a des droits. Si le parti d'opposition le plus organisé, le plus représentatif, celui qui est dirigé par le chef de file de l'opposition, si ce parti demande des renseignements, quels qu'ils soient, on doit pouvoir les lui donner, puisque ce sont des renseignements publics. Sans être assis à la table pour confectionner la liste, s'il veut voir clair dans la liste, on doit lui montrer ce qui est dans la liste. Ça devrait être automatique. Ça devrait être automatique. Et si les institutions ne remplissent pas correctement leur rôle, c'est ça qui crée des situations. Vous savez, je vais le dire. Hein. Oui, rapidement, parce que le temps est fini. Je vais le dire rapidement. Oui. Quand nous sommes allés aux élections, et que le parti le plus représentatif de l'opposition, qui a été autorisé à aller aux élections, demande à la Sénat, j'ai besoin des documents officiels par lesquels je puisse étayer mes arguments devant la Cour constitutionnelle. Et que ce parti s'entend dire que ces documents sont caducs et ont été détruits, ça pose le problème de l'intégrité des personnes qui sont chargées d'organiser les élections et qui ont perdu leur neutralité, parce que ça, ce n'est pas une réponse républicaine. Parce qu'on ne peut pas détruire ces documents-là alors même qu'on n'a pas rendu les résultats définitifs. Et qu'on n'a pas vidé, pardon. On n'a pas vidé le contentieux. Et vous dites que vous avez détruit. Quand ça se passe comme ça, il est normal que les gens aient des craintes. Et c'est pour ça que je mets un bémol en disant, Boni Yayi, peut-être quelque part. Bon, il a raison. Il a raison. Allez, on va finir rapidement. Le temps est complètement parti. Hein. J'ai à peine, je n'ai même plus de minutes. Hein. J'aurais bien aimé qu'on se prononce sur la situation du groupe de presse, la Gazette du Golfe, avec cette position de la Cour constitutionnelle qui dit circuler, il n'y a rien à voir. La HAC est bien dans son rôle de fermer tous les médias du groupe de presse. C'est bien dommage. Mais la Cour constitutionnelle a été saisie sur une question précise. Et elle a rendu la décision par rapport à la question précise qui lui a été posée. Et c'est une réponse tout à fait normale. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut déplorer la main trop lourde avec laquelle la HAC a sanctionné le groupe de presse de la Gazette du Golfe. Je ne sais pas s'il y avait des récidives ou bien s'il y avait un contentieux auparavant. Le communiqué préalable pour rappeler. Le communiqué ne peut pas suffire pour prendre une mesure aussi radicale parce que nous sommes dans un pays où nous accordons beaucoup d'importance à tout espace de liberté. Et on peut sanctionner un groupe de presse comme la Gazette du Golfe sans en arriver à fermer complètement tous les médias. Ce n'est pas souhaitable et je pense que la HAC pourrait, elle pourrait s'auto-saisir pour revoir sa décision parce que l'objet même de cette décision est déjà caduque.
Le coup d'État du Niger n'est plus... C'est toujours d'actualité. Les militaires sont toujours au pouvoir et le président démocratiquement élu est encore sous contrôle. C'est déjà en train de passer par perte et profit. Il serait bon du moins que la HAC se revoie un peu sa position. Allez, Carlos, ok, merci beaucoup. Vous êtes analyste politique. On a passé une bonne heure à discuter autour de 4 sujets. On a évoqué le 5e assez rapidement, la situation du groupe de presse La Gazette du Golfe, avec la décision de la Cour constitutionnelle qui conforte la HAC dans sa logique de fermeture donc, de tous les médias de ce groupe de presse. Merci d'être passé. C'est moi. À une autre fois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.